Bonsoir, chez vous, chères téléspectatrices, chers téléspectateurs d'Impact TV. Merci de nous retrouver pour ce nouveau numéro de Leader dans la Cité. Leader dans la Cité est une émission mensuelle qui reçoit des hommes et des femmes qui ont occupé de hautes fonctions et qui ont une forte expérience et beaucoup de compétences. Et aujourd'hui, ils ont contribué de manière significative dans le développement socio-économique de leur pays. Impact TV valorise ce capital humain et met en lumière leur contribution à la nation afin de permettre de servir, d'être des conseillers à la jeunesse du monde évangélique et à l'Église. Pour ce numéro, nous recevons un invité qui est juriste de formation. Il a occupé de hautes fonctions, aussi bien au niveau national. Il a participé à de grandes rencontres au niveau international. Il s'agit de Monsieur le ministre Abdoul Karim Sango, que vous connaissez déjà très bien. Bienvenue, Monsieur le ministre, sur ce plateau. Bonjour, merci, cher René. Merci de répondre à notre invitation. Alors, pour permettre de connaître davantage notre invité, nous allons suivre un élément qui sera présenté par Aristide Wangré. Celui que nous recevons aujourd'hui est le professeur Abdoul Karim Sango, né le 13 août 1976 à Issia, en République de Côte d'Ivoire. Sur le plan académique, il est titulaire d'un 2A en démocratie et droits de la personne humaine, obtenu en 2005 à la chaire UNESCO des droits de l'homme de l'université d'Abomey, Calavi au Bénin. Titulaire d'un master en droit comparé de l'université de Perpignan en France en 2007, consécutif notamment à 4 premières années de droit à l'université de Ouagadougou, à la faculté de droit et de sciences politiques et une maîtrise de droit public en l'an 2000. Plusieurs formations sur le plan international, on peut citer l'Académie de droit constitutionnel de Tunis, à La Haye aux Pays-Bas, l'Institut René Cassin des droits de l'homme de Strasbourg, le Centre international de travail et l'Organisation internationale du travail à Turin. Sur le plan professionnel, il a occupé les hautes fonctions de ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme de 2018 à 2021. Conseiller spécial du président du Faso en charge des arts et de la culture en 2022, président de la conférence internationale des parties à la Convention sur la promotion et la protection de la diversité culturelle en 2019 à l'UNESCO à Paris, pour ne citer que cela. Il a participé entre autres à plusieurs négociations et signatures d'accords, comme celle de la coopération culturelle Burkina-Chine à Pékin, celle de la coopération culturelle Burkina-Turquie ou encore la négociation du programme d'appui aux industries culturelles et à la gouvernance du secteur culturel avec l'Union européenne entre 2018 et 2020. Au titre des fonctions administratives, il est enseignant formateur de droit public à l'ENAM depuis 2007. Enseignant dans plusieurs universités sur le plan social, il a été membre de la Commission électorale nationale indépendante 2006 et 2016, juriste à la direction des études et du contentieux au ministère en charge de la fonction publique entre 2001 et 2007. Sur le plan politique et associatif, il est le président du Parti de la Renaissance nationale Parents depuis 2021. Il en a été le secrétaire en charge des questions politiques et de la formation idéologique, porte-parole du Parent entre 2000 et 2006. Expert auprès de nombreuses organisations de la société civile, il a été invité par le président Obama à la Maison-Blanche pour participer au programme Young African Leaders en 2010. Essayiste avec l'ouvrage Pour la culture, je plaide, édité en 2023 par les éditions Mercury, il a enfin animé une centaine de conférences publiques dans toutes les régions du Burkina sur divers sujets en lien avec la gouvernance. Le professeur Abdoul Karim Sango est marié et père de 4 enfants. Monsieur le ministre, dans l'élément que nous voulons de suivre, nous avons vu que vous avez occupé de hautes fonctions, notamment celle de ministre de la Culture, des Arts et du Tourisme. Vous avez été conseiller spécial du président du Faso. Nous allons nous intéresser d'abord à ces 2 éléments. Comment vous avez accueilli votre nomination en tant que ministre, surtout que 2 de vos collègues, camarades du parti, ont occupé déjà ce poste dans le même gouvernement. Comment avez-vous accueilli cette nomination?
Merci, doyen, grand frère, hein, comme j'aime appeler tous mes aînés. Je dois dire que finalement, tout est grâce dans la vie du croyant. Moi, à titre personnel, c'est vrai que je suis engagé en politique depuis l'université. J'ai occupé, comme on le verra tout à l'heure, diverses responsabilités au sein de mon parti. Je suis très présent dans l'espace public, comme on dit. Je dois dire que plusieurs gouvernements, même déjà sous Blair, des gens pensaient que je viendrais comme ministre, parce que bon, ça répond un peu à la trajectoire normale d'un leader politique. Pour ce qui concerne cette nomination en tant que telle, je dois dire que c'est quelque chose d'assez... Enfin, c'est la main de Dieu. C'est très simple. Je suis allé rendre visite au professeur Laurent Bado avec un aîné, paix à son âme, le doyen Wali. Ça coïncidait un peu avec une période où il y avait des bisbilles au sein du parti entre celui que je remplaçais et le professeur. Et puis, autour d'une conversation comme ça, le professeur m'a dit, bon, voilà, je vais nommer X et Y au poste. Et puis, quand je suis sorti, le doyen Wali, qui est un fin analyste politique, qui observait notre discussion, m'a posé la question. J'ai dit non, ben, le professeur a dit qu'il propose telle personne. Et de Wali de me dire, ah, moi je pense que ça ne va pas durer. Cette nomination, je ne connais pas l'autre. Il s'agissait de M. Sawadogo. De M. Sawadogo. Oui. Qui a fait quelque temps au gouvernement. Au gouvernement, à peu près 3 mois. Et Wali m'a dit, non, moi, je sens que ton choix pourrait être meilleur pour le professeur. Mais il ne te le proposera pas si tu ne lui en parles pas. Donc moi, j'ai dit à Wali, j'ai dit, mais comment tu veux quand même que moi j'aille demander comme un homme, comme ministre? Tu me demandes un peu trop là. Alors à l'époque, c'était un aîné qui avait beaucoup d'admiration pour moi, mais il disait que je suis un peu têtu. Il dit, ben, moi je suis ton grand frère. Si je te donne des conseils, il faut écouter. Alors moi, je suis allé échanger avec le professeur, qui était surpris, effectivement, que je lui dise, bon, voilà, si ça lui convient, puisque c'est lui qui faisait les propositions, je me rendais disponible. Il ne faut pas oublier qu'en temps, moi, j'avais pris un peu de distance vis-à-vis du parti, voilà, pour diverses raisons dont je ne souhaite pas parler sur un tel plateau. Et puis, mais Youssouf a été nommé. Et quand les bisbilles ont commencé entre Youssouf et le professeur m'a fait appel pour m'expliquer. Il m'a même chargé de faire de la médiation entre lui et Youssouf. Ce qui a été fait. Ce qui a été fait. Et après... L'autre n'a pas voulu accepter la médiation. Et donc, quand il s'est agi de proposer encore quelqu'un, le professeur m'en a parlé, j'ai accepté. Bon, c'est comme ça qu'un jour, en plein cours, l'ancien Premier ministre PKT, je donnais mes enseignements à l'ENA, m'a appelé. J'ai dit que j'étais en cours. Il m'a dit de passer le voir. Mais comme je savais à peu près là où je suis passé le voir, à sa résidence, c'est là qu'il m'a dit que bon, le président du Faso a bien voulu, en me taquinant, en me disant, bon, tu t'es dit, oh, tu nous critiquais un peu trop, j'espère que quand tu vas être à nous, tu vas nous aider à mieux faire les choses. Bon, voilà un peu comment les choses sont passées. Voilà. Et vous avez accepté le poste avec toutes les responsabilités qui s'y attachent. Évidemment. Bien entendu. Évidemment. Alors, maintenant, et vous avez, juste après, vous avez été nommé, quand vous avez quitté le gouvernement, et conseiller spécial du président du Faso. Ça, ce sont des responsabilités, peut-être que le conseiller spécial lui-même connaît, mais du commun des mortels, on ne sait pas qu'est-ce qu'un homme peut conseiller à son président. Alors, quel est le contenu du poste quelles sont les missions qui sont attachées à ce poste-là? Comme l'intitulé du poste l'indique, c'est de donner des conseils au président. C'est vrai qu'il a le gouvernement, mais les conseils spéciaux sont des personnalités qui lui sont beaucoup plus proches, pour lui permettre d'affronter un peu plus les dossiers que les ministres présentent, avec évidemment à la tête le chef du gouvernement.
Mais moi, j'avais des relations qui dépassaient le cas du conseil spécial des arts et de la culture auprès de mon grand frère, le président Kaboré. Je dois dire que lui et moi, nous avons entretenu des relations de grand frère à petit frère. J'étais à la fois, par moments, un conseiller politique, par moments, un conseiller aux affaires juridiques. En tout cas, tous les domaines dans lesquels j'avais de la compétence. Il n'y a pas un domaine précis, comme la culture, par exemple. Je m'occupais de la culture et des arts, mais je m'autorisais de lui donner des avis politiques. C'est des dossiers politiques, juridiques. En raison de mon profil. Ce qu'il acceptait véritablement avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de bonheur. Voilà un peu. Les gens ont d'ailleurs dit, mais ils ne comprennent pas comment le président m'enlève en tant que ministre. Et puis il me ramène comme conseiller spécial. En fait, dans leur raisonnement, mais si le président estime que je suis très compétent en tant que ministre, qu'il me garde comme ministre. Bon, sauf que la fonction de ministre reste éminemment politique. Bon, je ne voudrais pas... Encore une fois, en tant que croyant, nous ne sommes attachés à rien sur cette terre. Là où le Seigneur décide de nous placer, nous y allons. Sinon, moi, j'étais parti. Nous y reviendrons, monsieur le ministre. Voilà. Ben, si on vous demandait de faire un bilan par rapport à ces hautes fonctions que vous avez eu à assumer auprès du gouvernement et auprès du président, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme acte, comme action qui vous ont marqué vous-même et qui puissent marquer d'autres personnes? Je pense que une des actions phares qui continue d'inspirer les Burkinabés, c'est le fait que j'ai attiré l'attention du gouvernement dès 2018 sur le fait que la lutte contre le terrorisme, là, il y a une dimension culturelle très importante là-dedans. C'est ainsi que j'ai organisé, avec l'appui du programme des Nations Unies pour le développement, le premier colloque à Dori à l'époque, déjà, sur la contribution de la culture à la lutte contre le terrorisme. Je rencontrais les ambassadeurs qui ne comprenaient pas très bien mon approche. Mais j'avais la conviction que si des Burkinabés en arrivent à s'attaquer à leurs frères, à tuer leurs frères, ça veut dire qu'il y a un problème éminemment culturel. Parce que dans la culture, il y a la construction de l'identité des peuples. Et les Burkinabés ont des valeurs. C'est la perte de ces valeurs qui, de mon point de vue, nous avait conduit un tant soit peu à cela. Ça a été très bien accueilli. Je vois d'ailleurs que jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs plus qu'hier aujourd'hui, j'observe que les autorités intègrent cette dimension dans la conduite des politiques publiques. Je pense aussi que quelque chose d'assez important que j'ai réalisé, c'est le fait d'avoir conservé la plupart des hauts cadres que j'avais trouvés en fonction. Vous savez, moi, dans mon engagement dans la société civile, dans la politique, j'ai toujours combattu ce qu'on appelle la politisation des fonctions. J'ai subi une très forte pression pour décagnoter. De la part du parti ou de la part de du parti, de mes amis, de tout le monde. À la limite, pas l'Église. Okay. Heureusement d'ailleurs que l'Église ne s'y est pas impliquée à ce niveau. Mais les gens pensaient que j'étais naïf. Puisque, et ça c'est le côté malheureux de la politique. Au lieu de rassembler, la politique finalement en arrive à diviser. Non, moi, les cadres les plus compétents, les plus performants que j'ai trouvés là, je les ai gardés. Et je suis très fier de les revoir aujourd'hui, assez souvent, aux mêmes fonctions. Alors, il y a eu l'inscription des hauts fourneaux, comment on appelle, sur la liste des biens inscrits au patrimoine mondial. C'est un dossier qui avait commencé avant moi, mais que j'ai achevé. Il y a tous les dossiers sur le mémorial dont on parle, on est en pleine actualité. C'est des dossiers que j'ai abordés avec beaucoup de conviction, avec beaucoup de passion, avec le soutien très actif
du président Kaboré et du Premier ministre Christophe Joseph Dabiré, bon, qui me reprochait un peu d'être un peu chaud en raison de ma jeunesse, mais qui aimait bien ça. Je pense que, bon, on pourrait passer toute une émission autour à en parler. Voilà. Mais dans tout ça, les pressions, l'expérience, le capital que vous avez pu mobiliser pour votre personne, comment pouvez-vous partager cette expérience avec la jeunesse? Quels conseils vous pouvez leur donner? Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a des ambitions. La jeunesse veut aussi occuper des postes de responsabilité, mais la jeunesse a besoin d'un éclairage, a besoin de pistes sur lesquelles elle peut marcher sans trop de risques. Non, je pense que avoir l'ambition d'occuper les hautes fonctions de son pays, c'est une ambition légitime. Dans tous les cas, le Burkina est un pays qui est composé très majoritairement des jeunes. Plus de 70% de notre population a moins de 35 ans. C'est ce que les statistiques indiquent. Donc, de ce point de vue, il n'y a aucun problème. Mais la jeunesse doit se résoudre à l'idée que les hautes fonctions se méritent. Et pour le mériter, il y a deux possibilités. C'est de s'armer au plan technique, mais c'est de s'armer aussi au plan moral. Au plan moral, j'insiste là-dessus, parce que, vous savez, c'est dans l'expérience qu'on acquiert et qu'on consolide les valeurs d'humilité, les valeurs de patience, les valeurs de rigueur dans le travail, les valeurs d'écoute, les valeurs de travail en équipe. Si vous n'avez pas un certain parcours, c'est des valeurs qui peuvent vous échapper. Or, si vous n'avez pas ces valeurs et que vous êtes propulsé à la tête des institutions, ça va poser véritablement problème. Je pense d'ailleurs que pour réussir dans les hautes fonctions, vous avez besoin d'être capacité à 70% autour des valeurs et 30% autour des aspects techniques. Pendant lorsque vous êtes ministre, moi j'étais ministre de la Culture, mais je n'étais pas un spécialiste de la culture. Je ne regardais même pas de films, je ne partais pas au théâtre. J'aimais à la limite un peu la musique. Mais ce qui m'a permis évidemment de réussir modestement ma mission, ce sont ces valeurs dont je parle. C'est de savoir que, bon, moi je ne suis rien ici. Je suis qu'un simple serviteur. J'ai bien aimé mon aîné Tertus, il a rappelé ça l'autre jour. Ministre, c'est serviteur. Et on sert avec les autres et pour les autres. À partir du moment où j'étais disposé à écouter les hauts fonctionnaires qui étaient là, ma mission devenait plus facile. Pas d'arrogance particulière, pas de suffisance particulière. Je pense que ce sont ces éléments dont la jeunesse a besoin. Malheureusement, ce n'est pas des éléments qu'on enseigne. Voilà. Moi, j'ai appris, j'ai étudié le droit, mais on ne m'a pas appris l'humilité. Monsieur le ministre, vous êtes en même temps enseignant. Oui. Enseignant, vous enseignez dans les universités, vous enseignez à l'École nationale d'administration et de magistrature. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à une décision qui a été prise par le gouvernement le 2 mai 2025 pour l'immersion patriotique obligatoire pour les élèves qui obtiennent le BPC, le bac, le CAP. En tant qu'enseignant, qu'est-ce que vous pouvez dire? Moi, je pense que c'est une excellente décision. Du reste, à l'ENAM, le directeur général à Walou, à l'époque, avait déjà imposé, instruit, avec l'appui à l'époque de notre gouvernement, que tous les énarques fassent une immersion de 45 jours dans
comment on appelle, dans les préfectures? Non, pas dans les préfectures, dans l'armée. Ah, ok. Oui. Ils vont faire une sorte de formation militaire. Depuis quelques années, ça existe dans le parcours des énarques. J'estime que le monde devient de plus en plus violent. Mais j'ai la foi que la paix va revenir dans ce monde. Mais on dit, qui prépare la paix, prépare aussi la guerre. Okay. J'estime que c'est une bonne chose que nos enfants commencent à intégrer un certain nombre d'éléments. Dans tous les cas, dans la plupart des grands pays, cela se fait. Moi, j'estime que c'est une très bonne décision que le gouvernement a prise. Maintenant, je ne connais pas les contours de la décision. Parce que entre la décision et la mise en œuvre, il peut y avoir un grand écart. Si j'ai un avis à donner, c'est de demander au gouvernement de s'entourer de toutes les précautions pour que ce soit une expérience enrichissante pour nos enfants. Moi, je dois avouer que je regrette de n'avoir jamais fait un séjour dans un camp militaire pour apprendre un peu c'est quoi une calage, c'est quoi une roquette, c'est quoi ceci. Voilà. Et de m'inspirer un peu de la discipline militaire. Donc, de ce point de vue, je pense que c'est une bonne décision à saluer. Merci, monsieur le ministre. En préparant cette émission, nous avons bien voulu contacter certains de vos collègues, de vos agents, des hommes, des femmes qui ont travaillé avec vous et qui témoignent de votre attitude en tant que responsable, en tant que leader dans votre ministère et dans le milieu politique. Nous pouvons les écouter. Bon, Koro Sango, ce qui m'a frappé de prime abord, c'est le ton. Quand il parle pour la première fois que je l'ai croisé, si vous n'êtes pas dans la salle, vous allez croire que c'est Laurent Gbagbo qui est dans la salle. Le deuxième élément qui m'a aussi fasciné, ce sont ses prises de position et j'ai envie de dire l'intellectualité avec laquelle justement il aborde en tout cas les thèmes d'actualité, soit politique, soit les thèmes sociaux. Et humainement aussi, bon, dès qu'il vous connaît, il ne met pas de barrière. Les qualités professionnelles que j'ai remarquées chez Koro Sango, d'abord il a confiance en l'homme. Voilà, il n'est pas celui-là qui se substitue à la tâche que l'autre devait faire. Il responsabilise les uns les autres et il laisse l'homme développer son génie. Au point où, naturellement, il y aura des limites, il pourra maintenant intervenir pour donner des orientations. Bon, quand il a été nommé ministre de la Culture, pour tout dire, moi j'étais un peu surpris. Mais après aussi, quand même, quand on regarde quand même son parcours et l'idéologie du parent qui met la culture au centre de son action politique, bon, je pense qu'il ne pourrait pas trouver une meilleure personne aux parents que Koro Sango en fait. Ce style de management, je trouve ça fortement louable. Je ne suis pas au quotidien avec lui pour essayer de voir, mais qu'à cela ne tienne quand même quand je regarde ses prises de position, voilà, qui n'est pas fondée sur le mensonge, qui n'est pas fondée sur l'hypocrisie, qui n'est pas fondée sur l'égoïsme, qui n'est pas fondée sur le hors-toi pour que je m'y mette. Je pense quand même que ne connaissant pas assez les préceptes quand même un peu de la Bible et autres ici, mais ce n'est pas quand même loin de ce que, à mon avis, les Écritures saintes quand même défendent. Et très souvent dans son action, il n'autorise pas très souvent qu'on parle mal ou qu'on ait une appréciation négative d'une personne parce qu'on avait eu auparavant à collaborer et qu'aujourd'hui peut-être que la collaboration n'est plus au beau fixe. Donc si j'avais effectivement un mot à dire à Koro Sango, c'est de l'encourager. D'abord, non seulement par l'action politique et par son engagement social. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui, malgré tout, il est pratiquement l'un des seuls hommes politiques à prendre la parole publique. Voilà. Donc, sur tous les sujets, pratiquement, je vois qu'il se prononce et je lui dirais que le combat sera rude, n'est-ce pas? Mais par la foi et par l'engagement de tous, nous y arriverons. Le ministre Sango a été nommé ministre quand j'étais déjà au ministère de la Culture en son temps. Je venais d'être nommée directrice générale des arts par son prédécesseur. Et quand il a été nommé, nous avons collaboré ensemble encore 4 ans. Il m'avait responsabilisée, présidente d'un petit comité qu'on avait
mis en place pour ne pas lui-même gérer ces fonds-là. Il avait demandé qu'on crée un comité. Vraiment, depuis que ce ministre est parti, je répète chaque fois à beaucoup de gens autour de moi qu'il fait partie de l'un des ministres avec lequel j'ai vraiment collaboré sans problème, parce que ses qualités managériales ont fait qu'il ne se mêlait pas des choses en dehors de ses responsabilités. Il faisait confiance, il déléguait. Un jour, je me rappelle d'une anecdote, il y a un monsieur qui est venu qui m'a dit: vous savez d'où je viens? Je viens de la présidence, je viens de la part du président Roch. Mais je suis allé voir le ministre Sango qui me dit: même si tu viens de la part du président Roch, il faut que tu vois la présidente du comité qui est Mme Sawadogo DGA. Moi, je ne me mêle pas. Ce monsieur m'a demandé: mais ce ministre-là, c'est quel genre de ministre? Je lui dis que je viens de la part de Roch, mais il me dit de venir vous voir. Et j'ai vraiment aimé cette foi qu'il mettait devant tout ce qu'il faisait. Que quand il est arrivé, il y a des fournisseurs à qui on devait 2-3 ans. Et puis il s'est fâché quand il a appris, il a dit: mais il ne comprend pas pourquoi on doit à ces gens-là, pendant que le ministère continue de faire certaines activités. Et j'ai retenu aussi son sens de justice. Il essaie d'être le plus juste possible. Ce n'est pas le genre de ministre à qui on vient dire tel a fait ci et puis il prend acte. Plusieurs fois, moi, je suis rentré dans son bureau, je l'ai vu énervé. Il me dit: tu vois, il passe le temps à venir parler mal des autres. Et quand tu vas raconter des méchantes choses sur une personne, tu penses qu'il va prendre des décisions contre cette personne. Bon, comme c'est un responsable avec qui nous avons travaillé aussi, quand il écoute, il dit: est-ce que vous lui reprochez quelque chose sur le plan du travail? S'il n'a rien posé comme acte négatif sur le plan du travail, son comportement, sa vie privée, ça ne peut pas venir. C'était un homme droit, objectif, et puis lui vraiment il suit le Christ. Il fait ce que vraiment un homme qui connaît le Christ devrait faire. Et son passage a laissé quelque chose de positif. Mais il a ce côté que vous connaissez, quand il s'énerve, il dit ce qu'il pense. Et vous savez que nous sommes dans un monde où souvent les gens n'aiment pas ça. C'est quand il est parti que beaucoup m'ont approché pour dire: mais ce monsieur-là, il était bien. Merci bien. Monsieur le ministre, vous avez entendu ce que disent certains de vos collègues, de vos collaborateurs. On considère que vous êtes un homme qui aime la justice, un homme droit, un homme plein de rigueur, qui dit ce qu'il pense, qui ne garde pas des choses sur le cœur. Alors, que dites-vous de ce témoignage de vos collègues? Non, je suis très ému. J'ai un peu les larmes aux yeux d'entendre un peu ces mots gentils de personnes qui me sont aussi chères, que je connais. Moi, je ne peux rendre que grâce à Dieu qu'ils aient ce témoignage sur ma personne. Je pense que je ne fais rien d'extraordinaire, de particulier. Je pense que, pour moi, le déterminant, c'est l'amour qu'on partage avec les gens, où qu'ils soient. On n'a pas besoin forcément de connaître les gens, non. Il faut être généreux dans la rigueur avec ceux qui sont autour de nous. Il faut être patient avec les gens. J'ai observé que dans nos sociétés, on juge les gens trop rapidement sur ce qui constitue leur faiblesse. On ne leur donne pas la chance de... C'est pas juste. Peut-être que, bon, ça c'est le chrétien, peut-être. Même si moi, je ne suis pas du genre à afficher comme ça. Je préfère qu'on juge ma chrétienté dans mes actes que dans ce que je dis. Mais je vous le disais tout de suite, là, lorsque nous étions dans le salon,
que finalement, ce qui caractérise la vie du Christ, c'est l'amour qu'il a manifesté. Et sa très grande proximité avec ceux qu'on a voulu rejeter, avec les faibles. Et je pense qu'en tant que leader, si nous vivons notre foi, dans tous les lieux où nous nous trouvons, nous devons nous battre au maximum pour nous rapprocher de cela. Je crois que si on le faisait de façon générale dans nos pays, on aurait fait l'économie de beaucoup de choses. En fait, c'est comme ça que moi je suis. Hein, voilà. Alors, la Bible dit que vous êtes la lumière du monde et votre lumière doit briller. Et on n'allume pas une lampe pour le mettre sous le boisseau. Tout à fait. Et le sel de la terre, et ce sel doit avoir le goût de Christ. Tout à fait. C'est important. Et ces valeurs que vous avez défendues dans votre ministère, dans vos missions, ces valeurs que les gens reconnaissent, comment vous pouvez faire en sorte que ces valeurs puissent être transmises aux jeunes? Parce que nous pensons toujours jeunesse, nous pensons toujours à tous ceux qui veulent avancer, toujours en prenant, pour exemple, pour modèle Christ lui-même. Comment pouvez-vous faire en sorte que ces valeurs-là puissent être transmises aux nouvelles générations? Bon, déjà, ce genre d'émissions sont un canal. Les jeunes qui auront l'opportunité de suivre cette émission vont me découvrir dans mes convictions, dans mes engagements, dans mes principes. Ils pourraient, s'ils se laissent disposer, emprunter le même chemin. Mais je pense que, particulièrement la jeunesse évangélique, nous suivons beaucoup de messages des pasteurs. Nous lisons la Bible, qui est complètement devenue démocratique parce que sur tous nos téléphones, nous les avons. Les jeunes doivent refuser de se laisser corrompre par les valeurs du monde. Ce n'est pas parce qu'il y a 1000 personnes qui se comportent comme ça que les jeunes, surtout évangéliques, doivent suivre les pas. Les temps sont mauvais. Les temps sont mauvais. Hein, le monde s'écroule, s'effondre. Voilà. Mais après, ils ont une chance. Ils ont une grande chance, c'est de connaître Christ. C'est d'avoir pour socle la parole de Dieu. C'est d'avoir des aînés qui ont sans doute des défauts. Parce que nul n'est parfait. Comme dit le Christ, celui qui dit qu'il n'a pas péché fera de lui un menteur. Il ne s'agit pas de cela. Mais sur l'organisation de la vie, sur comment orienter sa vie, je pense qu'il y a suffisamment de ressources. Le problème des jeunes, c'est de vouloir suivre la fausse marche du monde. Or, ce monde est complètement dans l'erreur. Voilà. Donc moi, je pense que c'est vraiment par la sensibilisation, par l'éducation. À titre personnel, moi, j'anime plein de conférences. Et le modèle que vous donnez, voilà. Vous-même, voilà, la lumière que vous faites briller sur le monde. Voilà. Je tente modestement, humblement, en tout cas, d'impacter ceux qui sont autour de moi, en leur inculquant ces valeurs qui sont dans la foi chrétienne, mais qui sont simplement des valeurs humanistes. Je dois dire que même dans nos traditions, ces valeurs, c'est ce qui faisait la considération des normes. Aujourd'hui. On y reviendra, monsieur le ministre. Voilà. Et votre vie n'est pas que professionnelle, n'est pas que de hautes fonctions occupées, mais aussi vous avez une vie politique très animée. Vous êtes le président du parrain du professeur Laudin Bado, le fondateur même de ce parti. Nous souhaiterions savoir comment vous avez rencontré le professeur Bado, qui est très connu dans le monde de l'enseignement et aussi dans le milieu politique, le milieu de la presse aussi. Il est très, très, très connu. Comment l'avez-vous rencontré?
et quelle influence il a pu apporter sur votre vie? Je dois dire qu'après ma rencontre avec Christ, je crois que Dieu a bien fait de mettre sur mon chemin le professeur Bado. Je l'ai rencontré en tant qu'étudiant. Voilà, parce qu'il a été mon professeur de droit constitutionnel, il a été mon professeur de droit administratif. Donc, comme beaucoup d'étudiants, c'est comme ça que nous l'avons connu. Hein. Je m'intéressais beaucoup aux analyses du professeur, qui me paraissaient être des analyses qui sortaient un peu des sentiers battus. Pertinente. Voilà, pertinente, originale. Il m'avait l'air de quelqu'un d'incompris, mais j'avais la conviction que... Mais contrairement à ce que les gens pensent, en fait, ma rencontre avec le professeur Bado est venue renforcer mes convictions qu'on peut proposer un autre modèle de société aux gens. Je crois que c'est comme ça. Et donc, quand il a créé son parti, moi, j'étais à Abidjan, en vacances. C'est en septembre 1999. Quand je suis rentré, l'ancien ministre Tahirou Barry et certains camarades sont venus me voir, ils sont venus me dire, mais Sango, est-ce qu'on ne va pas monter une petite cellule du parent pour porter les idées du parent sur le campus? Et puis, encore là, c'est une grâce. Dieu a fait que, chemin faisant, le professeur et moi, on a développé des relations plus intimes. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il m'écoutait beaucoup, en fait. Contrairement à l'image qu'il donne comme ça dans la société, ça créait de petites jalousies. On pensait que j'avais une sorte d'influence mystique peut-être sur lui, mais je lui inspirais une relative confiance. Et quand moi, il a décidé... Parce qu'avant moi, il y a eu Tahirou Barry, avant Tahirou Barry, il y a eu Jeanne Koulibaly, Jeanne Traoré. Avant elle, il y a eu Omar Guigemde. Disons que moi, je suis à peu près le 5e. Le parrain, d'ailleurs, le seul parti avec ce type d'alternance. Parce que le professeur a dit non, il appelle ça l'alternance ethnique, pour pouvoir mobiliser le plus grand nombre de personnes. Moi, dès 2000, quand Tahirou prenait en fait le parti rapidement, le professeur m'avait suggéré de prendre la présidence parce que j'étais la personnalité un peu la plus en vue. Je lui ai dit non, que j'étais très jeune, et que j'avais besoin encore de... Mais finalement, vous avez fini par accepter de prendre à la fin, parce que tête du parti. Parce que l'autre avait démissionné, il y avait des problèmes, il fallait sauver le parti, il fallait sauver les idées du parti. Voilà, bon, aujourd'hui... c'est un papa pour moi, en fait. Voilà, quoi. Voilà, avec qui je parle pratiquement 2 fois par semaine. S'il fait un mois, il n'a pas de mes nouvelles, il va m'appeler. Ah, ben Karim, ça va, tu es là? Bon, il ne m'appelle jamais Karim, c'est Sango. Voilà. Donc, il me considère comme l'aîné de ses enfants. Voilà. Voilà un peu. Oui. Et étant premier responsable d'un parti, le monde évangélique n'est pas très engagé dans la politique, individuellement, oui. Eh bien, comment les jeunes qui voudraient s'engager dans la politique rapidement, quel conseil vous pouvez leur... Je pense que c'est dommage. On l'a dit tout de suite, on n'allume pas la lampe pour la mettre sous le boisseau. Le boisseau. On dit, vous êtes sel. Voilà, il faut... Vous voulez qui transforme positivement la société? Si les chrétiens pensent qu'eux doivent se contenter de prier, comme je vous l'ai indiqué, mais Dieu ne viendra pas sur terre pour transformer. Il nous a donné sa parole, il nous a donné la vie de modèle de Christ. Il s'agit de l'utiliser pour transformer la cité. Et de ce point de vue, vous savez, nos frères catholiques définissent la politique comme étant la forme suprême de la charité humaine. Je vous donne un exemple. Moi, si j'ai de l'argent, par exemple, j'ai 10 millions, je vais aider les gens. Mais je ne peux pas régler tous les problèmes des gens.
Mais si je fais de la politique, je suis dans une position d'influence, je fais prendre les meilleures décisions pour faciliter la vie des populations. Voilà comment vous exprimez vis-à-vis des populations votre charité. Donc, je pense que les évangéliques, comme nos frères évangéliques au Ghana, au Nigeria, aux États-Unis, là, on n'en parle pas. D'ailleurs, aux États-Unis, si vous ne dites pas clairement que vous avez la foi en Christ, vous ne pouvez même pas espérer être président. J.D. Vance, il ne cache nullement sa foi. Vous voyez aujourd'hui le wokisme, c'est-à-dire toutes ces politiques qui visent à favoriser l'homosexualité et toutes les dérives de ce point de vue sont combattues par la présence aujourd'hui dans l'espace public américain de gens qui affirment leur foi. Donc, je pense que les évangéliques ont eu tort de rester timorés, alors que quand même, ils sont assis sur le socle qui est Jésus-Christ. Ils devraient pouvoir, évidemment, influencer très positivement la société. Ce qui, du coup, d'ailleurs, nous autres, nous a fragilisés dans l'action politique. Parce que finalement, vous défendez les mêmes valeurs que des personnes qui ne vous apportent aucun soutien. Voilà tout le problème. Mais bon, je pense qu'il y a une sorte de réveil. Il faudra qu'on poursuive ça. Sinon, nous le disions tout de suite, le monde va très mal. Et si le monde va mal, ce n'est pas par la faute des méchants, c'est par le silence coupable des gens bien, des gens qui sont porteurs du message de la vérité. Merci bien. Monsieur le ministre, vous avez aussi un côté littéraire. Et vous avez écrit un livre qui a été dédicacé le 19 mai 2023, 2 ans après que vous ayez été ministre de la Culture. Vous publiez un livre intitulé « Pour la culture, je plaide ». Qu'est-ce que vous plaidez? Non, vous savez, moi je suis convaincu qu'aucun peuple ne peut se développer s'il n'a pas pour référent sa culture, des éléments positifs de sa transition. Et d'éminents auteurs dont je parle dans mon livre, Cheikh Anta Diop, Joseph Kizerbo, Laurent Gbagbo et tout ça, c'est des choses dont ils parlent. Et vous prenez des présidents comme Thomas Sankara, on cite beaucoup Sankara, mais dans notre histoire politique, le président qui a compris véritablement les enjeux de développement, c'était Thomas Sankara. Et quand vous regardez, toutes ces politiques publiques étaient articulées sur la culture. J'ai constaté en tant que ministre que la culture était le parent pauvre des politiques publiques. Alors que tout le monde dit dans le discours que sans la culture, on ne peut pas se développer. Donc j'ai écrit ce livre pour attirer l'attention des jeunes surtout, voilà, que si on veut véritablement aller au développement, voilà le chemin. Mais quand j'ai été ministre de la Culture, j'ai observé que, bon, quand vous êtes ministre, vous arrivez dans un département, vous êtes démuni. Il n'y a pas d'écrit sur ce qui a été fait, les grandes actions, quelles ont été les contraintes et tout ça. Donc souvent, vous êtes obligé de tout reprendre. Moi, modestement, je peux dire que je suis content parce que beaucoup de ce que j'ai écrit inspire aujourd'hui les ministres qui m'ont précédé. Et ils me sont reconnaissants de cela. C'est un peu ça. C'est ce que j'appelle c'est la continuation de ce que j'appelle la générosité. Vous imaginez tous les ministres que le Burkina a connus. Si chacun laisse un petit opuscule sur son expérience. Parce que dès que vous avez été ministre, vous avez forcément de grandes expériences à partager. Que ce soit en bien, que ce soit en mal. Si c'est en mal, ça permet aux autres de faire attention. Voilà un peu le but de cet ouvrage. D'ailleurs, je suis en train de préparer un deuxième livre qui n'a pas un lien avec la culture,
mais dans mon domaine de compétences, c'est-à-dire le droit public et tout ça, pour donner des pistes aux Africains, aux Burkinabés, sur comment construire un nouveau modèle de démocratie beaucoup plus adapté, et la culture revient encore, à notre culture. Merci, monsieur le ministre. Alors, on serait tenté de vous poser cette question, monsieur Abdul Karim Sango. Votre prénom est un prénom musulman, alors que vous êtes évangélique. Quel a été le parcours qui vous a amené à la conversion à Christ? Non, c'est simple. Moi, je suis né d'une famille musulmane, comme beaucoup de chrétiens évangéliques ou de chrétiens. Et puis, je me suis converti en 1997, quand j'étais étudiant. Et j'ai pris mon baptême au Bon Berger du pasteur Yé. Et depuis lors, je n'ai jamais quitté cette église. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Je pense que, quelque part, j'étais prédestiné à être chrétien. Parce que, en n'étant pas chrétien, j'avais une passion de lecture comme ça, purement intellectuelle de la Bible. Bon, je lisais comme ça pour des informations. Je pense qu'au secondaire, j'ai eu un enseignant qui avait beaucoup d'estime pour moi, qui était témoin de Jéhovah, qui me partageait des éléments comme ça de la vie chrétienne que je lisais avec beaucoup de passion. Mais c'est véritablement quand je suis arrivé à l'université, quand j'ai échoué à ma première année d'histoire, que j'ai été bouleversé, parce que bon, j'ai eu un peu une petite histoire. Disons que moi j'étais un matérialiste, comme on dit, enfin j'étais un peu, on dirait simplement un communiste. Enfin j'estimais que bon, Dieu, bon, franchement quoi, qu'est-ce qu'on a à faire de cette histoire? Il faut se mettre au travail simplement, et puis, et bon, jusque-là j'avais du succès, jusqu'à ce que bon, un jour, Dieu, pour se révéler à moi, me dit, mais mon petit, tu sais, tu n'es rien. Hein? C'est moi qui fais que tu brilles. Vous avez déjà entendu le témoignage du révérend docteur Mamadou Karoumbiri? Oui, son passage en France, quand le Seigneur lui a parlé, oui. Lui aussi, il avait un peu la même expérience, il comptait beaucoup plus sur lui-même. Exactement. Vous savez, vous êtes à l'école, vous êtes premier, tout le monde parle de vous. Mais vous dites, mais vous êtes l'homme le plus intelligent du monde. Jusqu'à ce que j'ai eu ce choc-là, et je suis retourné visiter ma Bible. Et c'est comme ça que je suis tombé sur le livre de l'Ecclésiaste. Ah, je l'ai lu, relu. Je me suis dit, mais bon, finalement, il y a des choses intelligentes dans cette affaire. Donc, on peut aller à l'église et être un homme intelligent, voire plus brillant. Voilà un peu... bon, en soi, ça n'a pas posé de problème dans ma famille, parce que bon, moi, je suis né d'une famille musulmane où mon père était un homme très... Mais mes parents se réjouissaient déjà, parce que je ne pratiquais même pas la religion. Le fait qu'ils me voient chaque dimanche comme ça, avec une Bible, ma mère était très heureuse, mon père était très heureux, il n'y a jamais eu de problème. Alors, souvent on me dit, mais ton nom? Ben non, parce que j'aime bien ce nom, parce que dans l'islam, ça veut dire être généreux. Et moi, je suis un homme généreux. Ça correspond typiquement à mon caractère. C'est pour ça que je n'ai pas voulu accoler quoi que ce soit. Je suis resté là. Voilà un peu. Voilà, mais je crois que le Seigneur m'a rendu s'est révélé à moi. J'ai eu de très belles expériences avec le Seigneur. J'en parle pas beaucoup comme ça, parce que si vous n'avez pas la lumière du Seigneur, vous allez penser que bon, c'est un fou, c'est quelqu'un qui veut vous raconter des histoires, mais c'est pas une foi vaine. C'est une foi qui est bâtie. Imaginez-vous un seul instant, moi je suis né dans une petite brousse de Côte d'Ivoire où il n'y avait même pas de lumière. Et puis je me retrouve comme ça au sommet de la société, rien que ça. Mais je dis que si je ne peux pas rendre grâce à Dieu, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
Voilà un peu pour un peu l'histoire de ma conversion. Merci bien. Et alors, donc, vous vous êtes converti pendant que vous étiez étudiant et après, vous avez gravi les échelles, différents échelons, jusqu'à être ministre. Vous avez eu des responsabilités et dans ces responsabilités, vous avez eu certainement des difficultés. Vous avez eu des défis que vous avez pu relever. Comment vous les avez faits? Bon, déjà, comme l'a dit Mme Sawadogo, moi, les valeurs du christianisme déterminent la façon dont j'essaye d'organiser ma vie publique. Voilà. Moi, je pense que mon grand défaut, c'est que moi, je suis très attaché à la vérité. Ça peut me faire mal, mais vraiment, me dévier comme ça, voilà. Oh, Jésus, il est la lumière, la vérité. Donc, premier postulat. Ça n'a pas été simple dans mes fonctions. Je dois vous dire que j'ai eu des expériences un peu difficiles. Je vous donne 2 anecdotes. J'ai eu un collaborateur qui avait une situation qui n'était pas régulière. Je ne citerai pas son nom. J'ai demandé un rapport sur son dossier. Et puis, j'ai demandé qu'on arrête l'exécution du contrat qu'il avait avec le ministère. Il est passé partout le monde. Il est allé voir le Premier ministre. Il a appelé le président. Il a appelé XY. Il a appelé Bado, tout ça. Je dis non, moi, je ne démords pas. Je n'ai rien contre lui. Il le sait très bien. Mais je suis là pour appliquer les textes. Surtout que les autres cadres me regardent. Ils vont dire, il dit qu'il est un homme de principe. Voilà, lui aussi, il vient, il veut poursuivre. Un jour, il vient me voir. Les gens prétendaient qu'il avait des super pouvoirs. Il vient me voir au bureau. Il me dit, non, monsieur le ministre, vraiment, vous êtes un homme bien. Moi-même, je vous admire. Vous savez, moi, j'ai voulu vous tuer. Je suis allé vous voir, mais whack. Directement. Il me l'a dit, droit dans les yeux. Que mes Wakman m'ont dit, ah, vraiment, ce monsieur-là, vous risquez d'avoir des problèmes, il faut le laisser tranquille. Ça ne marchera pas. Mais j'aurais été... non, je pense que c'est parce que j'ai été juste. C'est parce que j'ai été dans le vrai. Le deuxième élément, il y a une dame qui vient me voir un jour, solliciter une subvention pour produire un film sur la promotion de l'homosexualité. Je dis, mais... Je dis, madame, je ne peux pas vous aider. Vous savez, c'est contre les valeurs du pays. Je n'ai pas voulu dire, c'est ça qu'elle allait prendre. Vous ne voulez pas dire que vous étiez chrétien. Elle m'a dit, non, voilà, les chrétiens sont... Je lui ai dit, non. Mais ça, c'est ma foi. Parce que d'un point de vue de l'État, bon, c'est une citoyenne. Oui. Voilà. Donc, un jour, la dame m'a appelé, quand je n'étais plus ministre. Elle m'a dit que je suis contre les homosexuels, j'aurais pu l'aider et tout ça. Ça m'a fait mal. Je l'ai fait venir dans mon bureau à l'ENAM pour l'écouter davantage. Je lui ai dit, non, madame, vous savez, moi, je ne vous l'ai pas dit. Je n'ai pas pu vous aider au nom de l'État, mais moi, je suis quand même un chrétien. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Je ne présume pas que vous êtes homosexuel. Parce qu'on peut traiter d'un film sans l'être. J'ai dit, vous voyez, on est obligé souvent de mettre en concordance sa foi, l'action publique et tout ça. Mais on peut toujours, avec de la volonté, je pense, exercer les fonctions en étant le plus proche possible de sa foi. Alors, donc, vous aviez la foi, vous aviez la culture. Monsieur le ministre, est-ce que la culture et la foi peuvent faire un bon ménage? Même un très bon ménage, j'allais dire. Parce que la culture, ce n'est pas les gris-gris. OK. Voilà. Nous sommes habillés culturellement. Voilà. Quand on dit de respecter nos parents, de prendre soin de nos parents et tout ça, c'est des éléments de la culture. Voilà. Quand on dit la solidarité, c'est des éléments de notre patrimoine culturel. Quand on dit d'être tolérant, de s'accepter mutuellement, mais c'est ça qui a fait la force de nos sociétés. Il se trouve malheureusement que la culture, depuis quelque temps, il y a une confusion. Voilà. Alors,
les gris-gris, ça peut être des éléments de ce qu'on appelle les savoirs endogènes. Mais ça, ceux qui veulent le pratiquer, ils sont libres de le faire. Tout comme moi, je suis libre de dire que je suis chrétien. Le problème, c'est de penser qu'on doit imposer aux uns aux autres notre foi. Donc, la culture n'a absolument rien à voir avec le fait d'être un adepte de ce qu'on appelle les religions animistes ou traditionnelles. Voilà. Donc, moi, je pense que de ce point de vue, il n'y a vraiment aucun problème. Voilà. Hein? Et les chrétiens ne devraient pas être complexés de vivre pleinement leur culture dans leur foi. Merci, Monsieur le ministre. Nous tirons vers la fin du temps qui nous est imparti. Mais je voudrais savoir, par rapport à cette grande expérience que vous avez pu acquérir, qu'est-ce que cela peut servir aujourd'hui pour les jeunes de notre communauté, de votre Église? Toute cette expérience dans la culture, dans l'enseignement, dans la politique. Vous êtes un homme quand même qui est pétri d'expérience. Et pourtant, moi-même, je suis jeune. Vous voyez, c'est toutes ces expériences qui ont blanchi mes cheveux trop rapidement. Oui. Une anecdote rapidement. Un jour, je discute avec Mélégué Maurice Traoré. Il me dit, ah, Sango, tu es à la retraite, non? J'ai dit, mais doyen, vous croyez quoi? Mais moi, je suis au moins à 10 ans de la retraite. Il dit, ah bon? Il dit, ah non, 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 que lui, comme depuis une vingtaine d'années, il me voit comme ça, présent partout, donc lui pensait que... Je dis, non, pour revenir à la question, je pense que les jeunes doivent s'armer d'humilité et reconnaître que ceux de leurs devanciers ont réalisé des choses qui peuvent les inspirer. Moi, si je prends mon expérience personnelle, c'est ça. J'ai été à l'école de quelqu'un comme Laurent Badou. Auprès de lui, j'ai écouté. Et donc, je pense que de ce point de vue, la jeunesse évangélique, pour jouer son rôle de leader dans la cité, et on en a besoin, évidemment, c'est de garder des relations avec les aînés, de regarder notre comportement dans la vie publique, de façon générale, tirer des enseignements, pour modeler eux-mêmes leur façon de faire. Après, bon, pour moi, les choses sont simples. Moi, j'ai écrit un livre. Ils peuvent le regarder. Ceux qui viennent à mes conférences, ils ont encore le temps, l'occasion, l'opportunité de m'entendre. Ceux qui suivent les débats sur les plateaux, ils ont l'occasion encore de me suivre. Je peux les garantir d'une seule chose, comme dit la Bible, c'est-à-dire que le chemin qui vous mène à l'enfer, là, c'est pavé de bonnes intentions. Elle est spacieuse. Elle est spacieuse, elle a l'air alléchante, mais c'est un piège mortel. Voilà. Voilà ce que moi je peux. Merci, Monsieur le ministre. Est-ce que vous avez un dernier mot, parce que nous sommes... Non, je ne peux que dire merci au pasteur, au doyen Mamadou Karambiri, que j'ai rencontré quelques fois, que je suis. Par exemple, quand je ne peux pas aller à l'église pour diverses raisons, je suis calé à Impact TV pour continuer au moins pour l'idée de cette télévision qui nous permet aujourd'hui d'échanger, de discuter et dire merci et que Dieu bénisse les initiateurs de cette émission appelée Leader dans la Cité. Je pense que c'est comme ça que, humblement, modestement, nous pourrions transformer positivement la société burkinabé, qui est une société, il ne faut pas se faire d'illusions, qui traverse des moments de turbulence très sérieux du point de vue des valeurs. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir accepté de répondre à notre invitation. Nous tenons aussi à dire merci, comme Monsieur le ministre vient de le dire, au révérend Dr Mamadou Karambiri, qui est le fondateur de CEMIA et responsable de Impact TV. Dire merci à toute la direction de Impact TV et à tous les techniciens qui ont permis la réalisation de cette émission. Grand merci.
Chers téléspectateurs, nous vous remercions d'avoir suivi cette émission. Nous vous remercions pour votre attention et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro dans un mois. Bonsoir.